Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous, un espace de diffusion des concepts de la psychanalyse. Alors, attendez, on va aller regarder ici si on a quelque chose. Bien le bonsoir, nous sommes là. Donc, ce soir, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, puisqu'il y a aussi la possibilité de voir ces vidéos, de retrouver ces vidéos sur YouTube. Et vous savez aussi que le direct se fait sur Facebook. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, pour avoir accès, pour participer en direct. Donc tous les mardis à 21h. Donc ce soir, nous nous sommes proposés, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première, de refaire référence à ce qu'on appelle le concept de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de transfert? De quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de particulier? De quoi s'agit-il? Alors, on va regarder. Alors, on va faire ça. Hop. Bien le bonsoir, Ludovic, Sonia, bonsoir. Bienvenue donc à cet espace de psychanalyse pour tous. Nous sommes bien là ce soir. Olivier, bonsoir. Et donc, nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de transfert. On va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que c'est important de voir Martine, bonsoir. De ne pas, Brigitte, bonsoir, de ne pas se laisser, on va dire, d'une certaine façon, influencer par Hakim, bonsoir, par la réalité, Sonia, merci, par la réalité et par l'apparence, par l'apparence. Donc, parce que quand on parle de transfert, on parle d'un concept de psychanalyse, et un concept tel qu'en fait, on dit que le transfert, c'est le concept fondamental de la psychanalyse. Fondamental, dans quel sens, Nathalie, bonsoir, dans quel sens? Dans le sens où la psychanalyse n'existerait pas sans le transfert, et que tout se fait sur le transfert. C'est comme, bonsoir Pascal, c'est comme s'il s'agissait d'un terrain. Non, le transfert, c'est comme s'il s'agissait d'un terrain où vont participer chacun à sa place, d'un côté le patient, de l'autre le psychanalyste, et en fait c'est le transfert, c'est c'est le concept qui va surdéterminer en fait tout ce qui va se faire en psychanalyse. Lucie, la formation aussi va se faire à l'intérieur du transfert, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de la supervision sans transfert, on ne peut pas faire de formation sans transfert, que Alessandra, bonsoir, non, que tout ça doit être fait, bonsoir, dans le cadre du transfert, doit être considéré dans le cadre du transfert. Alors, comment je vais faire ici? Je me suis peut-être pas bien organisée. Peut-être. Donc, alors, qu'est-ce que le transfert? Donc, on a dit que c'était un concept, c'est déjà pas mal, c'est une première chose, un premier élément, non, de faire référence à un concept. À un concept, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas le prendre sous le bras, et quand je viens à ma psychanalyse, je viens avec mon transfert. Que c'est quelque chose qui va se produire, d'accord? C'est-à-dire que le patient ne vient pas avec son transfert à sa séance, et ce n'est pas non plus quelque chose que le psychanalyste va lui donner en disant voilà, nous avons le transfert, nous pouvons commencer à travailler. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui vient du passé. C'est un concept, Marlène, bonsoir, Féti, bonsoir, c'est quelque chose qui vient qui ne vient pas du passé, c'est un concept théorique qui va s'installer quand commence une relation psychanalytique, une relation analytique. Alors quand les éléments de cette relation sont propices, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça se produise, ça ne se produit pas obligatoirement tout de suite. Non, c'est quelque chose qui va, c'est une production qui va avoir lieu, et c'est le transfert, c'est ce qui va, on va dire, réguler la relation
entre le patient et le psychanalyste. Parce que c'est le transfert qui va fonder la place du psychanalyste et la place du patient, puisqu'ils ont tous les deux des places complètement différentes. C'est-à-dire que on va voir que le transfert va commencer avec le désir du psychanalyste. Parce que on va dire que quand on commence une psychanalyse, le travail est soutenu, Mariam bonsoir, est soutenu par le désir du psychanalyste. Et le désir du psychanalyste, ce n'est rien d'autre que d'occuper cette fonction. Hein. Alors, Nicole, bonsoir. Est-ce qu'on c'est obligatoirement et systématique pour que la thérapeutique soit optimum? C'est qu'il n'y a pas de psychanalyse sans transfert. C'est pas question de thérapeutique optimum, sinon que si le transfert n'est pas établi, et il n'y a pas la possibilité, on va voir, ça n'existe pas la psychanalyse sans transfert. D'accord? Directement. Il s'agit d'autre chose, on va dire. Il s'agit d'autre chose. Alors, c'est-à-dire que ce qui va se transférer, c'est le désir. Bon. C'est-à-dire que Freud va nous parler du transfert dès l'interprétation des rêves, où il va nous montrer qu'il y a des déplacements d'énergie qui ont lieu, d'affect qui ont lieu dans l'appareil. Et que le transfert, ben, c'est un de ces déplacements. Alors, sans le concept de transfert, on va voir, il aurait été impossible de démontrer que tout ce que fait le sujet c'est nous tous, tout ce que fait le sujet, c'est pour nier l'existence de l'inconscient. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que on va dire non, théoriquement, moi je ne nie pas, théoriquement. Mais dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être en relation avec les autres, dans ma manière de lire la réalité, ben, ce que je montre, c'est que je fais comme si l'inconscient n'existait pas et que je nie l'inconscient, par exemple. Alors, si c'est pour ça que pour le psychanalyste, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous savons que tous les sujets psychiques ont tendance à nier l'existence de l'inconscient. Donc c'est pour ça que le psychanalyste, il a besoin d'être en analyse, en supervision, en formation continue, parce que sinon il oublie que l'inconscient existe. Et qu'il oublie de telle manière que quand il produit un oubli, quand il y a un oubli, ben au lieu d'interpréter cet oubli comme quelque chose qui vient de l'inconscient, parce que nous savons qu'un oubli, c'est une production de l'inconscient. Si j'oublie l'heure de ma séance, c'est quelque chose qui est en relation avec l'inconscient. Par exemple, alors si un psychanalyste ne prend pas en compte que ces manifestations sont en relation avec l'inconscient, ben évidemment, ce n'est plus un psychanalyste. Mariam, je pense qu'un transfert puissant peut bloquer le déroulement de la psychanalyse. Mais c'est quoi un transfert puissant? C'est quoi un transfert puissant? Alors, ce qui est important, c'est pour ça, donc, je dis que quand j'oublie que l'inconscient existe, non, et qu'une personne qui oublie que l'inconscient existe ne peut pas travailler comme psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire que accepter l'existence de l'inconscient, c'est accepter que nous vivons dans deux réalités différentes. Nous avons cette réalité consciente et dans la même phrase que je dis, il y a une partie qui est consciente et une autre partie qui est inconsciente. Dans tout ce que je dis. Donc il faut vivre en acceptant cette division du sujet. Que quand le sujet parle, il y a deux réalités qui se dessinent, on va dire. Donc, Serge, bonsoir. Et ensuite, bien évidemment, un transfert d'amour, par exemple. Est-ce que je fais un transfert sur vous? Je ne sais pas, Sonia. Alors, et en plus, il y a l'autre partie qui est accepter sa mortalité. Accepter sa mortalité. Parce que si je suis un immortel, de la même façon, je ne peux pas rentrer dans la théorie psychanalytique. Donc, et la psychanalyse, bien sûr, dit qu'il y a un certain charme de ce savoir mortel et que ça permet la production, l'amour et la jouissance. Sandrine, bonsoir. Donc, et Mélassa va nous dire une chose qui est importante, parce que quand on va nier l'existence de l'inconscient,
Comment on le voit? Parce qu'on rationalise, parce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on veut expliquer ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est une manière de dire, non, non, moi, je dois tout comprendre, je dois tout savoir. S'il y a quelque chose qui m'échappe, non, non, je me débat face à quelque chose qui m'échappe. Non, face à une manifestation de l'inconscient, je me débat parce que je me rends compte, ben non, qu'il y a une partie de moi, non, que je ne connais pas. Et Fadwa, bonsoir. Et pour parler de l'amour, donc c'était Mariam qui parlait de l'amour, on va voir que la relation d'amour va être obligatoire dans le transfert. Alors ça ne veut pas dire que ça va se ressembler à une de vos relations d'amour que vous avez déjà passées ou vécues dans votre vie. Mais que sans amour, non, ça c'est ce que nous dit Menassa qui est très intéressant, il dit sans amour, personne ne fait attention à ce que l'autre nous dit. Annie, bonsoir. Nous nous laissons guider par ce que nous disent les personnes aimées. Vous le savez bien. On se laisse guider par les phrases des personnes qu'on aime. C'est-à-dire que le lien du transfert, et dans ce que dit Freud, doit être plus fort que les relations amoureuses que le sujet a. Le lien du transfert doit être plus fort que les relations que le sujet a avec ses êtres aimés, parce que sinon le sujet n'écoute pas. Pour pouvoir écouter ce que le psychanalyste va lui dire, écouter, c'est-à-dire assimiler la phrase. C'est pas simplement oui, j'ai écouté, j'ai entendu ce que vous avez dit, sinon pouvoir assimiler la phrase, c'est quelque chose de l'amour. Et en plus, on dit que cette relation doit être plus importante que les autres relations amoureuses du sujet, parce que ces autres relations amoureuses du sujet, c'est ce qui l'ont amené à consulter un psychanalyste. D'accord? C'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose de plus fort dans la vie du sujet pour qu'il puisse écouter, et pour qu'il puisse recevoir ces phrases et qu'il puisse se transformer. Ce n'est pas facile. Ça, c'est évident, ce n'est pas quelque chose qui est facile. D'établir cette relation et d'accepter les phrases de cette personne que je ne connais pas, etc. Non? Bon. Alors, on va voir, par exemple, une autre chose que va nous dire Menassa, c'est que une des erreurs que nous pouvons faire en tant que professionnels de la santé ou en tant que psychanalyste, c'est de vouloir interpréter le transfert. Est-ce que le transfert fait partie aussi des relations interprofessionnelles quotidiennes? Oui, fait-il. Le transfert existe dans toutes nos relations. Dans toutes nos relations, il y a un transfert qui se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse a conceptualisé ça. Mais pour la psychanalyse, pas pour les autres relations de notre vie quotidienne. Donc, bien sûr qu'il y a un transfert dans toutes nos relations, mais la psychanalyse ne s'en occupe pas. Elle va s'occuper. Bon, après, on peut voir comment le patient va parler des différents personnages de sa vie et on peut voir un petit peu le transfert qui est en jeu là. Mais c'est pas ça, non, vraiment, qui nous intéresse. Donc, une des erreurs clés de ce concept, c'est de ne pas l'interpréter. La soi-disant interprétation du transfert, en fait, c'est, encore une fois, c'est tomber dans le piège de vouloir expliquer au patient ce qui lui arrive. L'interprétation, de vouloir montrer qu'il a une relation avec le bonsoir Nidal, avec le psychanalyste, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est une façon de rationaliser la relation. Et rationaliser la relation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nier la participation de l'inconscient. Parce que, rappelez-vous, nous avons une partie consciente et une partie inconsciente. Et la partie inconsciente est beaucoup plus présente dans notre vie que la partie consciente. D'ailleurs, la partie inconsciente est tout le temps présente. Elle est 24 heures sur 24 présente dans notre vie, alors que la conscience, non, de temps en temps, elle va s'endormir. Bon. Et donc, parce que le transfert, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, et Nadine, bonsoir, c'est que le transfert, alors, le transfert, c'est ce qui va toucher autant le patient
que le psychanalyste, mais de façon différente, parce que on va voir que c'est en fait c'est la psychanalyse qui va situer les deux éléments du travail. Non, c'est comme par exemple un médecin avec son patient. Ce qui unit le patient avec le médecin, c'est la médecine. Et ce qui va unir le terrain sur lequel, oups, bah oui, vous avez vu le lapsus. Donc, ce qui va unir, bonsoir Nathalie, ce qui va unir cette relation, en fait, elle est unie par la psychanalyse. Mais en fait, le patient, c'est un sujet psychique. C'est un sujet psychique, puisque c'est ça qu'on va étudier d'un côté. Et le psychanalyste est en relation avec sa propre psychanalyse. Donc ce n'est pas un sujet psychique là où il est, non? Là où il est à sa place, on va dire, non? Parce que donc on va voir. C'est-à-dire que, mais c'est le transfert qui va rendre compte de ce qui se passe dans la séance entre les deux. C'est-à-dire qu'il va réguler, premièrement parce que, Marilyn, pourquoi pour le sujet le psychanalyste est parfait? Ben, c'est quand il l'idéalise. Non, ça peut être les premiers temps d'une psychanalyse où le sujet, il a besoin d'idéaliser le psychanalyste. Mais c'est pour ça que Menassa va dire que en fait le sujet va s'analyser mieux quand il va humaniser le psychanalyste. Quand il va dire tiens, le psychanalyste il a besoin de boire. Hein, il est comme moi, il a besoin d'eau. C'est-à-dire ou quand il va, parce que ce sont des petites choses. On va dire tiens, il tousse beaucoup aujourd'hui le psychanalyste. Tiens, non, ah vous avez un peu mal à la gorge, vous êtes malade. Non, comme ça on humanise le psychanalyse. Et c'est important d'humaniser, parce que au plus je le vois parfait, premièrement, je crois que la perfection existe, et que quelqu'un la détient, en plus. Donc, petit à petit, il va falloir humaniser cette personne, mais il y a cette tendance à... Parce qu'il y a ce qu'on appelle... certains patients pensent que le psychanalyste sait ce qui lui arrive, et qu'il ne faut pas lui dire. Vous savez très bien ce qui m'arrive, mais vous ne voulez pas me le dire. Non, ce n'est pas ça non plus. Bien sûr que non. Le psychanalyste, il sait quand il le dit, quand il peut intervenir par rapport au discours du patient. Alors, et une autre chose, quand on dit que la formation aussi du psychanalyste va se faire à l'intérieur du transfert, non? C'est à travers le transfert, on va dire que le psychanalyste va appréhender les concepts, va se former, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller tout seul dans les livres à étudier ce que c'est que le refoulement ou que ce que sont les... Il fait des lapsus, lui. Certains psychanalystes parlent aussi de contre-transfert de thérapeute. Si, mais je ne sais pas ce que c'est le contre-transfert. Non, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas ce que c'est. Pardon, hein, enfin je sais ce que c'est, mais disons que dans la théorie psychanalytique, c'est sortir, parler du contre-transfert, c'est sortir du champ psychanalytique. Hein. Donc, et je dis que pour la formation, pour bien comprendre et assimiler les concepts de la psychanalyse, il faut être en transfert. En transfert quoi? Avec l'école dans laquelle on se forme, par exemple. Non? Donc, ou avec le professeur, il faut qu'il y ait transfert. Pareil, parce que l'assimilation des connaissances, c'est une transformation. Et pour qu'il y ait transformation, il doit y avoir transfert. Et en plus, c'est une transformation qui doit se faire pas au niveau de la connaissance, c'est-à-dire pas une transformation au niveau de la connaissance dans le sens où je vais pouvoir réciter le dictionnaire par cœur. Non, ça c'est au niveau de la connaissance, sinon que c'est un savoir inconscient. C'est un savoir inconscient, c'est-à-dire que les mécanismes, l'appareil, c'est pour ça qu'il faut étudier pendant longtemps pour pouvoir assimiler tous ces concepts et pour pouvoir les transformer en ce savoir inconscient. Mais avec un transfert d'amour non géré par l'analysé, ce dernier ne s'intéresse plus à l'analyse
Oui, ça, c'est ce que le Freud a parlé, non? Ça, c'est une résistance, bien évidemment, non? C'est une résistance. Quand le patient ne s'intéresse plus à sa psychanalyse et qu'il s'intéresse au psychanalyste exclusivement, non, c'est que ben, là, il a perdu la route. Il a perdu la route, il s'est laissé prendre par une des, comme vous dites, une des résistances qui vont passer sur le chemin, parce qu'il faut savoir que, tout comme dans notre vie, dans la psychanalyse aussi, il y a des résistances. Et alors on va voir ce que disait aussi Menassa. Menassa, il disait, enfin il dit toujours puisqu'il l'a écrit, et il dit que en fait on va guérir rapidement le patient pour qu'il puisse commencer sa psychanalyse. Pourquoi nous allons guérir le patient? Pour qu'il puisse s'analyser. Donc c'est comme la première partie du travail analytique, c'est donc de pouvoir guérir le patient pour qu'à partir de là, non, il puisse être analysé. Il y a comme deux temps dans le travail analytique. Non? Je m'analyse pour résoudre certains problèmes que j'ai et ensuite je vais pour ce que Lacan appelle le véritable voyage. Pour commencer le véritable voyage, c'est-à-dire un autre type de travail sur moi-même, non? Donc, c'est ce que quand Lacan il dit qu'il y a des entretiens préliminaires, donc justement tout ce travail qui est à faire avant le véritable analyse et que ce sont des entretiens qui peuvent durer des années. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir produire ce sujet de l'inconscient pour que son voyage, son véritable voyage puisse commencer. Et quand Lacan va parler aussi des entretiens préliminaires d'une fin d'analyse, bon, on va voir qu'il s'agit aussi de la fin d'analyse. Ce n'est pas vraiment une fin, sinon c'est une autre analyse. C'est-à-dire ce véritable voyage pourrait être considéré comme la fin d'une analyse, c'est-à-dire que c'est une autre partie. Alors, les éléments qui sont nécessaires pour que puisse se produire le transfert pour le patient comme pour le psychanalyste, on va dire, et pardon. Alors, parce que pour que le transfert puisse s'établir, on va dire, c'est que le psychanalyste, il ne doit pas non plus, lui, vouloir être parfait. Parce que vouloir être parfait, c'est aussi une illusion. Non? Donc, parfait, c'est-à-dire toujours le même, sans erreur, sans lapsus, toujours super à l'heure, etc. Non? Donc, parce que que représentent les personnes pour lesquelles on fait un transfert? Ben, ça dépend à chaque fois les personnes, non? On ne peut pas savoir. Hors d'une analyse, on ne peut pas savoir. Et à l'intérieur d'une analyse, là, on vient de voir que ce n'est pas quelque chose qui intéresse exactement, non, de savoir. Parce que, en fait, on va continuer, non? Mais hors de l'analyse, bah oui, il y a des transferts qui sont faits, c'est-à-dire des déplacements. Je parle à une personne parce que quand on dit qu'il est important de pouvoir vivre dans la réalité, c'est-à-dire je dois parler à ma mère en tant que mère, à ma fille en tant que fille, à mon mari en tant que mari, je dois parler aux gens qui m'entourent, à mon employé comme une employée, à mon chef comme un chef, c'est-à-dire je dois pouvoir savoir à qui je parle. Et parfois, ben, on ne sait plus. Alors on parle et on dit un peu n'importe quoi, n'importe qui. Non, on n'a pas situé. Et on ne peut pas ni être la même personne face à ces différents personnages de notre vie, ni leur parler de la même façon. Donc quand j'ai une attitude avec un tel et que j'ai transféré, c'est-à-dire que je ne lui parle pas ni comme mon employé, ni comme ma chef, ni comme ma mère, ni comme mon père, je lui parle d'une autre façon qui ne correspond pas, j'ai transféré. Mais ça, quand le sujet il vit, il s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on peut s'en rendre compte avec une analyse, on peut se rendre compte qu'on peut avoir à l'extérieur des relations, on dit, pouf, qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Parce que j'ai une relation qui est un petit peu particulière avec cette personne. C'est vrai. Non? Dès qu'il y a eu un déplacement, on peut se rendre compte qu'il y a eu un déplacement. Un transfert. Non? Le déplacement, c'est le transfert. Donc on disait que... c'est-à-dire que pour que écoutez bien, pour que la psychanalyse,
du patient commence, il faut que le psychanalyste ait commis une erreur. Alors, commettre une erreur, ce n'est pas commettre une erreur théorique, comme vous pourriez l'imaginer, c'est pas ça. Sinon, c'est commettre une erreur pour le patient. C'est, mais là, ça, il donnait l'exemple aussi de quand le patient va payer, et va donner aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup lieu, mais quand il allait payer et qu'il donnait un billet au psychanalyste et que le psychanalyste, il faisait tomber le billet, par exemple. Non, ça c'est une erreur. Non, et c'est là que peut commencer s'établir. Mais, Jean, bonsoir, ce n'est pas quelque chose que le psychanalyste peut prévoir, ni calculer en disant tiens je vais faire une erreur pour qu'il rentre. Non, c'est aussi inconscient de la part du psychanalyste. Tout doit être inconscient dans le jeu qui va se faire là, c'est-à-dire que on ne peut pas venir à une séance en disant tiens aujourd'hui je vais lui dire ceci ou je vais lui dire cela. Ça ne fonctionne pas comme ça, non? Fait-il, est-ce que l'interprétation se fait à partir du transfert? Non, elle ne se fait pas à partir du transfert, fait-il, elle se fait sur le transfert, je dirais. Si on pense que le transfert c'est comme un terrain où vont rentrer en jeu les différentes forces, on va dire, et donc il faut, pour qu'il y ait interprétation, il faut que le transfert soit établi. C'est comme, ce qui met en relation, et parfois le psychanalyste il peut se voir dire ou faire des choses particulières, mais qui sont en relation avec le transfert. Des fois, on peut être surpris, on dit pourquoi je lui ai dit ça? Mais c'est en relation avec le transfert. C'est pour ça que la formation du psychanalyste est très importante. Et sa psychanalyste individuelle est très importante. Parce que sinon, il parle de lui. Sinon, il ne parle pas, l'erreur est humaine. Exactement, mais non, parce que sinon, il parle de lui. Et il ne s'agit pas qu'il parle de lui. Là, c'est un espace réservé au patient. Le psychanalyste ne parle jamais de lui-même. Même s'il parle de lui-même. Même s'il parle de lui-même, bonsoir Michel, c'est en référence, c'est toujours en référence avec le patient. Donc, parce que quand le patient cesse d'être parfait, en fait, il cesse d'être phallique, comme la maman qui était phallique à un moment, il cesse d'être phallique. Bonsoir, se laisser surprendre dans l'expérience analytique et ne pas être dans le contrôle. Bleu lumière, voilà, c'est ça. Se laisser, non, un psychanalyste ne peut pas être dans le contrôle. Un psychanalyste, ça ne peut absolument pas être dans le contrôle. Alors, on va voir que... Alors, parce que cette tentative du patient, très souvent, de vouloir comprendre ce qui lui arrive, de vouloir comprendre non seulement dans sa vie quotidienne, mais en plus dans son analyse, il veut comprendre ce qui lui arrive. Donc ça c'est quelque chose, oui, c'est pour rationaliser. C'est pour rationaliser, et donc c'est cet esprit cartésien qui nous domine et auquel on veut toujours, auquel on a toujours accès, auquel on est collé et on ne veut pas décoller, non? Donc, on va dire que la place du patient, donc comme je disais, c'est un sujet psychique, c'est-à-dire que ce sont deux places qui sont différentes. Et l'analyste, on va dire que c'est un lieu, c'est une fonction, c'est un travail, c'est une fonction. Quand vous, quel que soit le psychanalyste, est incontrôlable et incontrôlé. Non, non, le psychanalyste est soutenu par sa propre psychanalyse et par sa formation, il est soutenu par tous ces piliers qui le soutiennent et qui sont présents dans son travail. Donc ce n'est pas qu'il est incontrôlable et qu'il va faire n'importe quoi. Non, non, qu'il ne s'agit pas de ça. Bonsoir, Khalid. Bon. Donc on disait que même dans le travail, c'est pas quelque chose qui est particulier au travail du psychanalyste, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu en fait pour tous les professionnels. Quand on est professionnel, en fait, on devrait occuper la fonction qu'on doit occuper et pas s'occuper de tout ce qui nous passe par la tête. Alors là, on n'est pas en train de travailler, on est en train de s'occuper de soi. Alors là, il y a une question. En quoi les représentations parentales sont liées au transfert? Par exemple, quand on veut voir notre psychanalyste parfait, ou quand on voit notre psychanalyste parfait. Non, c'est notre mère phallique. C'est à chaque fois qu'on veut voir quelque chose de parfait, on va dire.
et la supervision, bien sûr. Donc, que ce sont des choses, mais ce sont les trois choses, c'est la formation, l'analyse personnelle et la supervision. Incontrôlable dans le sens où c'est lui qui dirige la séance. Non, non, qu'est-ce que ça veut dire que c'est lui qui dirige la séance? Non, non, c'est pas lui qui dirige la séance. Non. Très fascinant, cesser d'être phallique, d'être parfait. Mais c'est un peu normal que le patient ait envie de savoir ce qui lui arrive. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore fait, il ne s'est pas encore assez analysé, Serge. Non? Parce que sinon, après, c'est pas ça qu'on cherche. S'analyser, c'est pas chercher à savoir ce qui m'arrive. Pouvoir s'analyser, c'est aller dans un endroit où je vais parler. Où je veux parler, de temps en temps, on va me dire des choses qui sont en relation avec moi, que je vais voir après si je peux les écouter ou pas. Non, c'est apprendre à parler. Et de pouvoir apprendre à parler, c'est un espace où je peux sauter du coq à l'âne, parler, raconter mes histoires, mes réflexions, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce que je pense, ce qui m'inquiète, ce que j'ai oublié, les rêves, tout. Tout, je peux parler de tout et passer du coq à l'âne et sans chercher non plus à avoir un discours, à voir si, ah ben, est-ce que vous me comprenez? Non, c'est pas ça non plus qui ça. Ben, bonsoir, non? On cherche pas ni la compréhension, transférer pour supporter ses désirs. Mais ça veut dire quoi, supporter ses désirs? Non? Parce qu'en général, on veut rien savoir de nos propres désirs. Donc, on disait que ce qui met en relation le patient et le psychanalyste, c'est la psychanalyse. Et c'est le psychanalyste qui va se produire pour ce patient, parce que le psychanalyste est différent pour chaque patient. Ce n'est pas le même. C'est différent, donc ça dépend avec qui il se trouve. Avec qui il se trouve. C'est-à-dire que c'est le psychanalyste qui va se produire, non, pour ce patient. C'est pour ça que c'est le patient qui va se fabriquer un bon psychanalyste. Ce n'est pas tant le psychanalyste s'il est bon ou il n'est pas bon, sinon que c'est le désir du patient de s'analyser qui va utiliser. Il dit, tiens, celui-là, il doit faire de psychanalyse, je vais utiliser ses services. Et je me psychanalyse. Le transfert, c'est l'amour, exactement. Le transfert, c'est l'amour. C'est vrai, Clément, c'est surtout pour apprendre à parler. C'est d'une autre manière. Et en plus, la liberté qu'on va acquérir dans ces relations, dans cette relation tout à fait particulière, parce qu'il n'y en existe pas d'autres similaires dans notre vie, ben, va nous permettre d'améliorer nos relations sociales. Parce qu'on va se permettre d'abord de beaucoup plus parler, de pouvoir parler là où il faut, avec qui il faut, au moment où il faut, tout ce qui n'est pas évident du tout dans la vie quotidienne, ce n'est pas absolument pas évident, c'est un apprentissage que nous n'avons pas très bien fait, en général. Et on dit n'importe quoi à n'importe qui, et au moment inopportun, par exemple. Pas tout le monde, etc. Non? Donc, et quand on parle aussi, il y a une autre chose aussi que nous dit Ménassa, qui est intéressant, il va dire que, parce que d'un côté, on va dire que le patient et le psychanalyste ne sont pas en relation. Ne sont pas en relation dans le sens où ce sont deux positions qui sont complètement différentes. C'est pour ça qu'il n'existe pas le contre-transfert en psychanalyse. Parce que la position du psychanalyste est complètement différente de la position du sujet psychique du patient. Ce sont deux choses différentes. C'est comme un chirurgien et de penser que la relation qu'ils ont, non, il y en a un qui est en train de se faire charcuter et l'autre qui est en train de découper. Deux positions complètement différentes. Mais en même temps, on va dire, Christine, bonsoir, mais en même temps, on va dire qu'il y a plein de relations entre les deux. En fait, il y a un tas de relations, mais là, ça va nous dire, entre le patient et le psychanalyste. Pourquoi? Parce qu'il y a différents courants affectifs. Il y a de la douleur, il y a de l'indignation, il y a des réponses, il y a des questions, il y a de l'apprentissage. Et pour que tout ça puisse avoir lieu, Maria, bonsoir, pour que tout ça puisse avoir lieu, pour qu'il y ait apprentissage, pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait haine, non, le psychanalyste doit être en relation avec sa psychanalyse, pas avec le patient, avec sa psychanalyse. D'accord? Donc ça, c'est important de voir qu'ils ne sont pas en relation. Et pourtant, il y a des choses qui vont les mettre en relation. Non, ça paraît contradictoire. C'est-à-dire des choses qui vont les mettre en relation,
mais ils ne sont pas en relation. Pourquoi? Parce que le psychanalyste est en relation, lui, avec le travail qu'il fait constamment et qu'il continue à faire pour pouvoir être là et pour pouvoir écouter. Et pourquoi je ne suis pas en relation avec lui? Parce que sinon, il ne pourrait pas développer tous ces sentiments qui se permet de présenter. D'accord? C'est-à-dire que sinon, ben, je répondrai comme un ami. Je ne lui permettrai pas de parler comme il doit pouvoir se permettre de parler pour qu'il puisse développer. C'est pas que le transfert peut exprimer une haine. C'est que sur le transfert, il y a tout type de manifestation. Et rappelez-vous que la haine, c'est aussi une partie de l'amour. Que l'amour et la haine, non, ça va ensemble. Donc ça dépend. Il y a des jours où ça tourne d'un côté, il y a des jours où ça tourne de l'autre. D'accord? Mais c'est un terrain, le transfert. C'est un terrain où ça va pouvoir circuler. C'est un terrain où ce que l'autre va me dire, je vais pouvoir l'écouter. Donc, et c'est pour ça que on dit que je n'ai pas de relation précisément pour permettre au patient qu'il développe toutes ces relations, que le patient puisse développer, non, dans son activité analytique, dans son travail analytique, qu'il puisse pouvoir avoir cette liberté. Parce que si le psychanalyste rentre en contact avec le patient, ben alors là, il n'y a plus de psychanalyse. C'est fini, il n'y a plus de psychanalyse. Dans les faits, il y a beaucoup de psychanalystes qui ne continuent pas leur psychanalyse. Exactement, Marilyn. C'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à insister là-dessus, parce que quand on ne continue pas sa psychanalyse, c'est-à-dire qu'on pense que ça y est, j'ai fini, que c'est un travail qui est terminé, que j'en ai plus besoin, que j'ai fait, que je n'ai plus d'inconscient. Que pensez quand son patient vous écrit et qu'il vous prénomme? Ça dépend de la relation. Pourquoi il n'y a pas le droit de me prénommer? Bien sûr que si. Donc, il peut utiliser, ça dépend comment est la relation. D'abord, le patient, c'est pas mon patient, c'est un patient. C'est un patient qui est en relation. Moi, je suis une intermédiaire pour que le patient ait la possibilité de venir parler, non? Que je suis une intermédiaire, c'est pas mon patient. Le patient est en relation avec la psychanalyse, je suis une intermédiaire. Alors, c'est moi qui présente, effectivement, c'est moi qui présente. C'est pour ça que moi, je dois être, je représente la psychanalyse. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, vous savez, la psychanalyse a été bafouée par de nombreux professionnels qui se font appeler psychanalystes, mais c'est la même chose pour les journalistes, c'est la même chose pour de nombreux professionnels, vous le savez bien, c'est pas simplement sur la psychanalyse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui touche exclusivement la psychanalyse. Non, de nombreuses professions ont été dénaturées, on va dire. Regardez les professeurs. Donc, je vais dire que c'est pour ça que chacun doit le faire par rapport à sa propre éthique. Non seulement par rapport à sa propre éthique, mais en plus pour son propre bien. Parce que faire n'importe quoi, n'importe comment, après, ça nous retombe dessus. Hein. Si j'ai bien compris, le psychanalyste s'efface dans la relation analytique pour laisser l'espace au patient pour qu'il puisse parler. Mais ce n'est pas simplement un effaçage. Donc, doit-on prendre en compte tous les conseils du psychanalyste? Ben, en fait, Céline, les conseils du psychanalyste, c'est pas exactement des conseils, c'est des indications. Et en fait, on décide, le sujet, il décide pas vraiment, il dit pas oui, je vais. Chacun fait ce qu'il peut. Il y en a qui aiment bien, dès que le psychanalyste il dit quelque chose, il dit non. Et il y en a d'autres qui font le contraire, par exemple. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah, ben, je doute, vous avez dit ça l'autre jour. Donc ça dépend du sujet, ça dépend pas de l'indication. Non, parce que c'est pas un conseil, c'est une indication. Donc, et c'est attrapé ou pas attrapé par le sujet. Donc on va dire, on peut pas dire, c'est une indication. On peut souligner au patient, peut-être qu'il vous convient de, pas de conseil abstinence. Non, ce sont des indications. Mais des fois, c'est nécessaire, parce que quand on voit que le patient, de temps en temps, on peut voir que le patient, il est en train de se mettre la tête dans la gueule du loup, ben on peut le lui dire. Attention, je crois que... On doit lui dire.
Si on le voit, on doit lui dire, mais après c'est lui qui fait ce qu'il veut. Non, on n'a pas de conseils à donner, on a des indications. Alors ensuite, on va dire... Donc tout va dépendre de comment le psychanalyste est en relation avec sa propre psychanalyse. C'est-à-dire que si le psychanalyste est bien attaché, bien enchaîné, je dirais, puisque nous sommes comment ça s'appelle? Ouf, j'ai oublié, des échelons, oui. Des échelons, non? Comme donc on est enchaîné d'une certaine façon, non, à notre formation et dans un cadre, non, particulier, et que nous sommes, et que le psychanalyste doit être soumis à la psychanalyste et aux piliers qui sont là pour que le psychanalyste puisse travailler. Un psychanalyste peut-il prénommer le ou la patiente dans le travail d'analyse? Oui, à chaque fois, Olivier, c'est différent. Il y a des gens qui vont vous appeler par leur prénom, d'autres qui vont vous dire monsieur, d'autres qui vont vous dire madame, d'autres qui vont rien vous dire du tout. Non, qui vont dire, il y en a qui disent pas au revoir, qui raccrochent, non, pour les contacts en ligne, qui raccrochent directement, là, on continue la prochaine fois, poum, ils raccrochent. Ça veut dire que ça c'est une possibilité qui existe, non, que c'est une possibilité qui existe et que les sujets ils ont la possibilité d'appeler le psychanalyste gros nez, sale tête, je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Martine, des chaînons. Ok, d'accord. Merci Martine. Non, nous appartenons à des chaînons, nous sommes à l'intérieur d'une chaîne, tous autant que nous sommes. Après, nous devons décider quelle est la chaîne à laquelle je vais m'attacher, mais nous sommes attachés tous à des chaînons. Oui, les enfants. Comment les enfants? J'ai pas compris où vous êtes partis là. Donc, Marie-Laure, bonsoir. Et parce que en fait, ça aussi c'est important, c'est qu'il n'y a pas d'exemple de comment doit être une relation psychanalytique. Chaque relation est particulière. Quand Freud il écrit ce texte conseil aux psychanalystes en disant voilà, par rapport à mon expérience, ce que j'ai vu qui avait l'habitude d'arriver et ce qui se passait. Et en plus, ce qui se passe, parce que s'il s'agit d'une relation avec cet appareil psychique, donc ce qui peut se passer est ce que je vous conseille de faire. Mais il dit, mais après, on ne peut pas appliquer les conseils en disant si, je vais faire comme si. Non, des fois, c'est pas possible, parce que le patient, je ne peux pas obliger le patient à ce qu'il fasse ce qu'il devrait faire. Je ne peux pas l'obliger. Donc, à la rigueur, je peux avoir la patience de laisser qu'il apprenne à voir que ça va lui convenir de faire ce qu'il lui convient de faire. Mais je ne peux pas lui obliger, je peux pas l'obliger. La politesse ne s'efface pas avec la psychanalyse. Pourquoi? Elle peut s'effacer. Justement, la politesse, c'est quelque chose de social. Non, que la psychanalyse, c'est une... Justement, on n'est pas obligé d'être poli dans une relation psychanalytique. Non, les Français, en général, disent « Oh, je vais dire un gros mot, je vais dire un gros mot. » Donc, il n'y a pas d'exemple de comment doit être une relation psychanalytique. La question était pour l'analyste, peut-il prénommer l'analysant? Ça dépend des relations. Ah, c'est pour ça que vous disiez les enfants. Ben, ça dépend de la relation. Moi, ici en Espagne, je suis désolée, moi je suis ici en Espagne, en général, on n'utilise pas beaucoup monsieur, madame. Donc, on s'appelle, peut-on s'identifier à son psychanalyste? On peut s'identifier à son psychanalyste. Bien sûr. Donc, chaque relation a une nouveauté et un chemin particulier. C'est pour ça que le psychanalyste doit pouvoir se laisser faire par ce que ce patient va faire de sa psychanalyse. Et que lui doit se laisser, en fait, modeler par un petit peu ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on va dire que le psychanalyste, et ça c'est important, ne doit pas avoir de personnalité quand il travaille, bien évidemment. Non, il ne doit pas avoir de personnalité. Par contre, celui qui doit mettre en jeu sa personnalité, c'est le patient. Mais le psychanalyste, il ne doit pas avoir de personnalité.
Donc après, on va dire, oui, il est neutre, il n'y a pas de sentiment, c'est froid, non, c'est trop neutre. Bah oui, mais si on met qu'est-ce que vous voulez? Non? Un ami? Non, c'est pas un ami. C'est pas facile, je répète. Réaliser une psychanalyse, c'est pas facile. Mais c'est pas facile parce que c'est différent de ce qu'on a pensé. Parce qu'une fois qu'on accepte, bah oui, que c'est une relation différente, je n'ai pas d'autre relation dans ma vie qui soit quelque chose d'un tout petit peu similaire comme la relation que j'ai avec mon psychanalyste. Rien à voir. Mais c'est quelque chose que nous permet le 21e siècle, même le 20e siècle, c'est ce que nous a permis, c'est une production, non, c'est une production scientifique du 20e siècle. Et après, bon, il y a ceux qui veulent l'utiliser, ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ou apprendre à voir. C'est quoi comme phénomène, hein? Il y en a qui préfèrent se mettre des trucs là pour éviter les rides, ou donc chacun son truc. Chacun son truc. Hein. Mais disons que c'est quelque chose, non? Et après, donc quand on parle du désir du psychanalyste, quel est le désir du psychanalyste? D'occuper la fonction. Son désir, c'est d'occuper la fonction. Oui, c'est trop neutre. Non, mais c'est pas trop neutre. C'est le neutre nécessaire. Mais après, il faut tolérer. Ben oui, je vais parler à quelqu'un qui, j'ai pas l'impression qu'il m'aime. Mais s'il est là toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine pour m'écouter, ben je vais dire qu'il y a un amour. Alors, il m'aime pas moi particulièrement. Il aime son travail. Oui, mais j'en profite. Hein? J'en profite. On va dire le moteur du transfert, c'est la parole. Et il va s'agir dans un travail analytique de pouvoir passer de l'émotion à la parole, de l'émotion au mot. Non? De l'émotion au mot. Et ensuite, on va lire la psychanalyse évite les rides du psychisme. Exactement, Christine. Non? C'est-à-dire que, on va dire que le désir ne vieillit pas. Le désir ne vieillit pas. Le désir n'a pas d'âge. Celui qui vieillit, c'est notre corps. La façade. Ce qui vieillit, c'est la façade. Mais le désir, on peut avoir n'importe quel âge et continuer à désirer de nombreuses choses comme quelqu'un de 30 ans. Donc, on va dire, pour Lacan, Lacan dit qu'un psychanalyste, c'est celui qui sait s'arranger avec l'angoisse. Et s'arranger avec l'angoisse, ça veut dire que je ne cherche pas à éliminer l'angoisse. Je ne dois pas la psychanalyser, l'angoisse. Je dois savoir m'arranger avec l'angoisse parce que l'angoisse est constitutive du sujet et de la jouissance. Peut-on tomber amoureux du psychanalyste? Oui, on a vu juste avant, donc que c'est une résistance. Parce que, bien évidemment, non, il y a après Et penser que quelque chose se répète chez le patient quand on parle de transfert, ce n'est pas correct. Parce que c'est une relation tout à fait nouvelle, la relation qui s'établit avec le psychanalyste. C'est une relation complètement nouvelle, qui va complètement changer sa vie. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne va plus pouvoir se penser uniquement conscient. C'est pour ça que ça va changer sa vie. C'est pas pour le psychanalyste. C'est parce que ce que vient dire la psychanalyste, c'est que nous avons une double vie. Que notre vie est divisée en deux, que nous avons une double vie. D'accord? Mais que de toute façon, le transfert, ça ne doit pas être une préoccupation du psychanalyste. Si le psychanalyste commence à s'intéresser au transfert de ses patients, ben, il devient un psychiatre. C'est-à-dire que c'est celui qui va dire tiens, c'est le névrosé obsessionnel qui vient, c'est l'hystérique, c'est un tel, c'est l'autre. Non, à chaque fois, chaque séance, le patient qui se présente, il est nouveau. C'est pas le patient de la semaine dernière ou de la veille, c'est un patient qui est nouveau. Pourquoi? Parce qu'il vient de passer cette séance. Il a passé la séance, il a écouté les phrases ou il a écouté
Donc ce n'est plus le même. Et si moi, je l'écoute en disant, tiens, j'attends le névrosé obsessionnel, bah ça y est, je lui ai mis une étiquette. Donc, alors que justement, la psychanalyse, elle dit non, qu'en plus, personne n'est uniquement névrosé obsessionnel. Sinon que nous avons tout cet éventail de possibilités, laissons-nous grandir et développer toutes ces possibilités que l'être humain a, tous ces mécanismes qui sont à disposition de tous les êtres humains pour pouvoir quoi, pour pouvoir les utiliser. C'est ce qu'offre la psychanalyse, c'est-à-dire que tous ces mécanismes psychiques, de pas toujours tomber dans cette même répétition, dans cette même manière. Donc, mais il faut un petit peu de patience. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ça s'appelle patient. Le patient, la patience, ça s'appelle patient parce que il faut apprendre un petit peu de la patience. De toute façon, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la vie de chacun d'entre nous. On avance avec les stades à traverser. On avance avec... Et encore, on avance, disons qu'on continue. On continue et on est en train de... En continuant, on fabrique son chemin. Parce qu'avancer, on a l'impression que le chemin est déjà là. Non, on fabrique notre chemin. Notre chemin, il n'est pas là quelque part à nous attendre. C'est nous qui le fabriquons chaque jour. Avec les décisions que nous prenons, avec ce que nous disons, faisons, choisissons. Et que tout ça, en plus, il y a toujours, dans tout ce que nous faisons, une participation de l'inconscient. Bien évidemment. C'est pour ça que de temps en temps, on se retrouve à faire des choses où on est tout étonné de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Qu'on était persuadé qu'on allait faire et qu'en fait, on n'a pas fait. Ou le contraire, qu'on était persuadé qu'on n'allait jamais faire ça et on se retrouve en train de le faire. L'être humain, et c'est ça qui est bien, de pouvoir vivre avec cet être humain que nous sommes une véritable surprise. Mais il faut nous laisser nous produire comme une surprise, parce que sinon, bon. Amour d'autre chose. Amour d'autre chose. Bon, bonne continuation. On continue mardi prochain à la même heure. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un cours qui s'appelle La vie à deux, qui est très intéressant, qui a déjà commencé. Un cours à voir en direct ou en différé. Vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire sur la page de Facebook. C'est un cours qui vient de commencer, qui est très intéressant, sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, pourquoi sont-ils en relation, qu'est-ce qui est structurel de chacun, etc. Bon, on continue de toute façon. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux, à ceux qui le font toutes les semaines, que je vois que vous faites ce travail. Merci, merci beaucoup à vous, et on continue mardi prochain. Bonne continuation. Au revoir.